Alors que les élections municipales se préparent en France comme au Québec, je pars à la rencontre d'élus locaux pour les interroger sur leur vie d'élu comme sur leur vie d'avant. Voix d'élu, c'est une série de discussions pour passer de l'autre côté du miroir. Comment devient-on élu local? Que fait un élu au quotidien? Quelles ont été leurs surprises en début de mandat? Quelles sont les qualités nécessaires pour mener les transitions? À l'heure où la politique dégoûte, ennuie ou fascine, ces échanges cherchent à démystifier le quotidien des élus locaux et le chemin pour en arriver là. C'est aussi l'occasion de partager avec sincérité les bons coups comme les mauvais coups pour celles et ceux qui veulent s'engager. Aujourd'hui, j'échange avec Robert Baudry, membre du comité exécutif de la ville de Montréal et responsable de l'urbanisme, de la consultation publique et de ce qu'on appelle l'itinérance au Québec. C'est la situation des personnes sans domicile fixe. Il est aussi en charge du district Saint-Jacques de Ville-Marie. La première chose que je retiens de son témoignage, très riche vous verrez, c'est qu'être élu, ce n'est pas simplement porter ses propres projets et sa vision politique. C'est aussi gérer un héritage de projets entamés à l'étude et savoir parfois y renoncer. Assumer ce renoncement, ça veut dire s'imposer face à des techniciens plus expérimentés qui parfois impressionnent. Et puis refaire des sujets en apparence technique de vraies décisions, de vraies questions politiques. Le sentiment d'imposture et l'ambivalence de la relation à la fonction publique est un sujet qui revient souvent dans cette série, vous allez voir. C'est sans doute qu'il est important. Allez, on se retrouve tout de suite dans le district Saint-Jacques, au cœur du centre-ville de Montréal. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Retrouvez toutes nos publications sur notre site. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public n'a pas pu venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde, non? Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Robert Baudry, bonjour. Bonjour. Robert Baudry, vous êtes conseiller de ville de Ville-Marie. Vous allez nous expliquer Ouais. un peu comment ça fonctionne, mais donc élu de la ville de Montréal. Oui. Et notamment en charge de l'urbanisme, des consultations municipales et puis de l'itinérance. On va parler de tout ça en 2 mandats, c'est la fin du 2e mandat. C'est la fin du deuxième mandat. Voilà. Mais justement, peut-être avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, c'est un peu ce retour du terrain là qui nous préoccupe. Comment vous êtes arrivé là? À la fois élu, Ouais. mais aussi élu en charge de sujets qui sont pas complètement simples, hein. Je parle, de l'urbanisme. Il me semble que déjà vous étiez sur les sujets d'itinérance. On va traduire, hein, Ouais. aussi les questions de sans domicile fixe. Exact. Hem, bref, et avant d'être élu, vous aviez une vie normale. Oui. C'était laquelle? Ben, normal, très active, mais on peut pas dire normal. Je travaillais dans le milieu associatif. J'ai travaillé une quinzaine d'années, dans le domaine de l'itinérance, à Montréal, donc SDF, travailler avec, les jeunes en réinsertion sociale, donc en préemployabilité. Donc les jeunes qui faisaient le travail de rue, on souhaitait, leur donner des alternatives au métier de la rue, par de l'implication sociale. Un programme qui existe maintenant en France, le programme Tapage, qui était à Bordeaux, je pense, mais aussi dans d'autres, municipalités un peu partout. J'ai par la suite travaillé en philanthropie, un peu toujours en itinérance, dans le centre-ville de Montréal et finalement directeur d'un organisme, qui venait, en aide aux personnes âgées dans la rue, donc la gériatrie sociale aussi et on parlait de personnes âgées, désolé, aux auditeurs qui ont 55 ans, mais à partir de 55 ans, parce que l'impact que la rue peut avoir sur une personne de 55 ans, on a des enjeux gériatriques, donc on faisait du
relogement, de l'accompagnement, briser l'isolement. Je suis arrivé à la politique municipale avec Projet de Montréal et surtout Valérie Plante qui avait pris les rênes du parti en premier, qui était l'opposition officielle, donc élue en 2017 dans l'arrondissement de Ville-Marie, au centre de l'arrondissement de Ville-Marie. Il faut savoir que la gouvernance à Montréal est particulière. Au Québec, elle est particulière. Mmh. Montréal est encore plus particulière. Donc, on a des arrondissements. On a 19 arrondissements, avec chacun une mairie d'arrondissement, avec chacun des conseillers et conseillères d'arrondissement. Et après, ben, les conseillers et conseillères d'arrondissement vont aller siéger au conseil de ville. Et ça, c'est sans compter les conseillers et conseillères d'arrondissement aussi, parce qu'il y a les conseillers de ville et les conseillers d'arrondissement. En fait, une fois élu, on est rentré au pouvoir et j'ai été rapidement aussi nommé au comité exécutif. Le comité exécutif, c'est comme un peu le conseil des ministres de la mairesse qui vont traiter de sujets métropolitains. Donc, j'avais mes dossiers locaux dans Ville-Marie, au centre-ville, donc et toutes les responsabilités d'une ville, rue, trottoir, poubelle et compagnie. Mais en plus, on a des responsabilités métropolitaines qui nous sont offertes par la mairesse en fonction, il y a un certain nombre d'élus qui les ont. Au départ, j'étais responsable du développement économique et des relations gouvernementales. Après, j'ai été responsable de l'habitation. Après, de la stratégie immobilière. Par la suite, des grands parcs aussi. Et depuis 4 ans, de l'urbanisme et depuis 2 ans de l'itinérance en plus. Donc on va rentrer dans tout ça, mais 2017, on est sur des mandats de 4 ans, hein, Exact. au Québec, des mandats municipaux de 4 ans. 2017, c'est un moment où à Montréal, mais aussi dans d'autres villes au Québec, on a ce qu'on appelle la relève, un changement, une forme de changement d'équipe aussi, qui n'est pas nécessairement homogène d'un point de vue politique, mais une forme de nouveauté. Enfin, je ne sais pas comment vous pouvez le traduire. Mmh. Hem, je reste un peu avant, comment est-ce qu'on passe de quelqu'un d'actif dans le milieu communautaire, d'impliqué sur des enjeux d'intérêt général, hein, Ouais. au travers de l'itinérance heu, au fait d'être candidat puis élu? Vous aviez déjà un parcours politique, au sein des partis politiques qui précédaient ça? Ou vous faites partie de ce qu'on peut appeler la société civile en France et vous vous êtes embarqué? Comment ça se passe? Ouais, en fait, j'ai aucune formation ni parcours politique préalable, sinon d'avoir de l'intérêt pour l'engagement communautaire, l'engagement dans mon milieu. J'avais de l'intérêt pour la politique, certes, je suivais activement la politique, mais l'action en fait, mon souhait a toujours été que mon travail ait une action concrète, puis qu'il fasse une différence, dans les milieux. Puis le milieu de la pauvreté et l'itinérance m'a toujours énormément indigné, donc j'ai voulu m'engager là-dedans. Et je trouvais que l'engagement municipal était une forme de continuité, mais pas avec n'importe qui, puis pas non plus avec n'importe quelle formation politique. J'ai des convictions environnementales, j'ai des convictions sociales, et Valérie elle-même incarnait ça. Donc, au-delà de suivre le parti, j'ai suivi aussi la personne. Puis vous parlez de nouvelles vagues municipales, de nouvelles générations. Hem, Valérie Plante est un peu la chef de file au Québec. On avait quelques éléments peut-être à Gatineau Mmh. où Pedno-Jobin avait commencé à aborder des enjeux au pouvoir là, comme maire, mais vraiment le un peu l'approche qui s'est, un peu la rupture qui s'est faite, elle se fait depuis Valérie Plante sur, comment on peut, hem comme municipalité, avoir un impact sur des enjeux qui nous dépassent bien souvent, la crise de l'exclusion, la crise de la pauvreté, la crise du logement, la transition écologique qu'on veut faire, comment par l'aménagement urbain, par, le développement de la mixité, comment la réglementation municipale, peut être mise à profit d'un genre de nouveau contrat social ou je ne sais trop là, mais tu sais d'une Ah non, mais on va rentrer dans le réel de tout ça, ouais. et on renverra par ailleurs à l'entretien qu'on a eu, il y a quelques mois avec, Maxime Penneau-Jobin, Ouais. donc l'ancien maire de Gatineau qui nous racontait, sa confrontation comme élu local, aux enjeux du choc climatique, hein, vécu par la ville de Gatineau. Ouais. Continuité d'un engagement finalement, Ouais. engagement professionnel qui devient un engagement politique. Alors tout ça c'est bien, il y a l'emballement d'une campagne, il y a, une figure, hein, Valérie Plante qui très clairement aura marqué,
au travers de ses 2 mandats, hein, qui a annoncé qu'elle se représentait pas, la vie et la ville de Montréal. Hem, bon, mais ça, c'est avant, puis après, il y a le jour des élections, il y a le soir des élections Oui, où on fête et puis il y a la réalité, là. Il y a la exact. réalité de l'exercice, je vais dire, du pouvoir, sans se faire aucune illusion sur ce que peut aussi un élu local. Justement, est-ce qu'on peut rentrer un peu heu dans la réalité de ce que c'est et finalement vos surprises en Ouais. arrivant? Ah au départ, je veux dire, c'était une pente, assez abrupte à monter là. J'avais jamais, de près ou de loin, certains de mes collègues, avaient été dans l'opposition. Donc connaissaient la machine municipale, les instances, les directions, comment ça fonctionnait à peu près, les budgets. Mais aucune espèce d'idée, de comment tout ça fonctionnait. J'arrivais vraiment avec la fleur au fusil, avec énormément d'ambition puis d'enthousiasme, mais très peu de connaissances, puis aussi, ben, il faut dire que quand on est arrivé avec une campagne positive. Je pense qu'on était confiants de remporter, mais on a quand même probablement été bien surpris de cette victoire-là, Ouais, et moi, d'autant plus que je me présentais contre notre ancien chef. En fait, je me présentais contre Richard Bergeron qui avait formé Projet Montréal, donc j'étais pas non plus dans une position facile. Alors, élu, je me suis dit: «Bon, après les élections, je vais apprendre, je vais aller au bas de l'échelle, puis je vais fonctionner au fur et à mesure». Mais là, l'appel de la mairesse qui vient, qui me demande de siéger au comité exécutif, au développement économique en dès le début, plus, hein? dès le Ouais, début, ouais. dès le départ. Donc ça disons que le côté abrupt de la pente est encore plus important à cet égard-là. Donc j'arrivais vraiment avec, très, très peu de connaissances, par rapport à la machine municipale. Mais ça a été un crash course. Il a fallu apprendre vite parce que, on avait une plateforme, on avait, travaillé à faire rêver les gens avec des éléments qui étaient très, très cohérents, très terre à terre, mais très ambitieux aussi. Donc il fallait les livrer. Alors apprendre à travailler avec une machine qui est habituée de travailler autrement, avec des élus qui était pas peut-être pas aussi engagé dans les dossiers, tu sais? Il y a des fonctionnaires qui nous ont fait, le commentaire qu'à l'époque, ben, ils préparaient tout très, très bien, puis ils arrivaient aux élus, puis là, bon, ben, nous, à chaque fois qu'ils nous arrivaient avec quelque chose, on le détricotait complètement, Ouais. puis il fallait qu'ils retournent travailler. On se mettait un peu les mains dedans, puis des fois, peut-être, aussi, ça a pu bousculer, bien évidemment. On a fait des erreurs. J'ai fait des erreurs personnellement aussi, des erreurs dans lesquelles je pense avoir appris. Mais tu sais, ça a été un mélange d'enthousiasme, puis en même temps de, comment je dirais, d'audace, puis un peu d'inconscience, qui a fait en sorte que, ben, aujourd'hui, justement, on a un plan d'urbanisme qui est exactement en adéquation avec la vision qu'on avait au départ. Puis on a ramené aussi, puis là, je vais peut-être un peu vite parce que je saute là de 7 ans, mais la machine aussi s'est transformée avec nous. Ah non, il faut qu'on Ouais, parle dans le détail de tout ça, ouais, complètement, mais je voudrais quand même qu'on reste là sur un peu alors on dit souvent les 100 premiers jours, ouais, mais à la fois et ici une expression que j'aime beaucoup, c'est les bons coups et les mauvais ouais, coups. C'est-à-dire vous avez appris, mais est-ce que vous pouvez nous apprendre ce que vous avez appris exact. de, com Personnellement, ouais, ouais, vraiment de ça, de cette insertion dans une organisation. Il faut à la fois s'insérer et aussi la bousculer, la transformer, c'est le rôle du politique, hein. exact. Heu, Est-ce que, voilà, avec ce recul, vous feriez des choses différentes aujourd'hui, ou vous auriez des conseils à donner? Oui, ben, il y a des choses certainement qu'on ferait de façon différente. Bien évidemment, quand on arrive, en poste avec une administration qui nous précédait, il y a déjà un agenda qui était bien engagé. Il y avait des équipes qui travaillaient depuis plusieurs années sur des projets qui étaient des priorités, qui n'étaient pas nécessairement nos priorités. La façon dont ça nous est présenté, bien souvent, quand on arrive au pouvoir, c'est on est bien engagé dans ces dossiers-là. Ça serait vraiment difficile de détricoter tout On ça, peut mais plus revenir en arrière on peut après tout ce qu'on a investi. après tout ce qu'on a investi, puis on le comprend, c'est humain. On fait toute la même chose. À partir du moment où on a un nouveau patron, à partir du moment où on arrive dans un endroit avec vraiment un agenda très bien précis, tu sais, on a toute la même réaction de protection de ce qui a été fait. Bien évidemment, il ne faut pas non plus arriver avec, en frondeur puis en disant: «Ben, on va tout, tu sais, on fait table rase». Il faut amener, aussi les équipes qui finalement travaillent à incarner cette vision-là, à le faire avec nous. Mais peut-être qu'avec le recul, il y a des éléments où on aurait dit peut-être plus non.
Oui, mais en disant que, effectivement, c'est peut-être pas une priorité. Ce n'est pas notre priorité, mais est-ce qu'on veut tout jeter aux poubelles? Non. Il y a peut-être moyen de reprendre ça Mmh, puis de le mmh. refaire. Après aussi par rapport aux finances, on l'a vu, notre premier gros, vent de face, ça a été, sur, la taxation, où on nous avait apporté, le fait qu'on devait absolument, augmenter d'un point la taxe de l'eau, mais que c'était pas la même chose que, la taxe générale, donc ça brisait pas nécessairement notre promesse. Ben non, au final, si on les combinait sur le payeur de taxes, ça faisait la même chose, tu sais? Mais encore là, c'est des choses où on nous a présenté les éléments comme étant, ben, il y a pas vraiment d'alternative. Mmh, mmh. Les bons coups, je pense, c'est que rapidement, on a commencé à jouer dans la machine aussi. Je pense, par exemple, le travail qui a été fait, auprès de la mobilité et de l'urbanisme, de rassembler les 2. Le fait aussi de, développer un vrai service de l'habitation, tu sais. On a rapidement compris que les structures devaient bouger si on voulait livrer, des résultats. C'est important ça, adapter l'organisation. Il y a aussi cette idée, quand on arrive, qui peut arriver, de dire qu'il faut tout changer, notamment changer l'organigramme, hein, Mmh. que, quelque part, la mise en place d'une politique publique, de gauche et de droite, j'ai envie de dire, et notamment écologique, heu, peut aller contre, bah, des organigrammes en silo, des organisations traditionnelles et cetera, que pour changer, il faut bouleverser l'organisation du travail. Heu, c'est vrai ou pas? Enfin, vous en pensez quoi de Moi, ça? j'en pense qu'il faut le faire au départ de façon chirurgicale, justement dans les grandes priorités, sans faire un table rasa. Parce que sinon, on crée une forme de chaos, puis où on s'empêtre, justement dans cet organigramme-là ou dans ce mode de fonctionnement-là, en travaillant avec la structure qu'on reçoit, mais de façon très, très ciblée sur des éléments qui sont des éléments de priorité. Par la suite, tranquillement, ces silos-là vont se briser. Puis le meilleur exemple que j'ai pu avoir, c'est à ce deuxième mandat, quand on a voulu, approcher le projet des installations modulaires là pour, des installations pour, loger des personnes en situation d'itinérance, rapidement, sans attendre la construction de logements sociaux, donc de façon transitoire. C'est un projet qui semble simple, hein. On prend, des installations avec des architectes, on fait quelque chose de beau, on le met sur un terrain, puis on met des gens dedans. Mais c'était pas si simple. Mais ça a quand même bien été parce qu'on avait brisé les silos entre divers services. Mais ça n'a pas été fait le jour 1, ça a été fait au deuxième mandat, à la moitié du deuxième mandat. Parce qu'il y avait un réflexe naturel, d'une part même des élus à travailler ensemble, l'habitation, l'urbanisme, le développement économique, l'itinérance, où on avait des rencontres assez régulières là, ensemble, mais aussi de cette volonté-là de nos services de s'asseoir et de travailler et de chacun dans leur service prioriser ce mandat-là politique. Ça s'est très bien fait, mais je pense pas que c'est parce qu'on a bousculé le jour 1 tout l'organigramme, c'est parce que tranquillement, on est arrivé de façon chirurgicale. La la vision qu'on avait, ben, elle a fini par percoler dans les services et là, plus aisément il y a encore des frictions, il y a encore des tensions, mais on sent que plus aisément ce genre de projet-là se déploie plus, rapidement. Quelque part, c'est possible parce qu'il y a eu ce premier mandat, Oui, qui a permis aussi à chacun d'apprendre à travailler ensemble. En termes d'organisation entre élus, oui, de coopération, alors c'est des mots qu'on utilise et cetera, mais quand on passe de l'autre côté, quand on est dans la réunion à huis clos, quand, on est sur des sujets, qui viennent au milieu des compétences de chacun, des responsabilités de chacun, de sa zone de pouvoir exact. quelque part, Sa zone de confort aussi. sa zone de con ah ouais, ça je veux aussi en parler. Heu comment ça se passe? Enfin, voilà, comment ça se passe en réel, mais surtout qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ça? Comment on Ben, arrive à travailler ensemble? ouais, des fois, il y a des personnalités, il y a des gens qui ont plus confiance, des gens qui ont moins confiance, des gens qui sont plus, protecteurs, des gens qui sont, plus prêts à ouvrir, leurs livres. Donc une question de personnalité n'est pas à négliger. Tu sais, il faut jamais oublier que quand on fait de la politique, on travaille en premier avec l'humain. Hein, puis, c'est pas nécessairement l'opposition politique Hein, qui est la plus complexe, ça peut être même les collègues, puis il faut comprendre ça. Je vous dirais que, j'en ai dans 7 ans vécu de toutes sortes, des moments de clash, des moments, de confrontation, mais on a quand même une formation politique qui se parle.
qui a quand même des troncs communs assez importants en termes de transition écologique, en termes de lutte aux inégalités. Les débats se font quand même dans une famille politique qui est assez unie, contrairement à ce qu'on avait avant en politique où c'était un peu l'agglutinement de visions politiques assez personnelles, ou l'échevin plus traditionnel Mmh. là, d'une municipalité qui refait les nids de poules, puis tu sais, qui s'en va prendre des photos dans à peu près chacune des fêtes des communautés. Bref, on a dépassé ce stade-là. Puis dans cette formation politique-là, on a ce tronc commun-là qui nous permet justement d'avoir ces débats, puis d'avoir des fois ces frictions, mais surtout de créer des projets communs intéressants. Puis moi, le projet des modulaires, c'est né justement qu'à un moment donné, la mairesse nous a donné l'orientation de se dire: vous faites le responsable de l'habitation et des finances, le responsable de l'urbanisme et de l'itinérance, puis le président du comité exécutif responsable du développement économique, des réunions à toutes les semaines pour parler d'habitation, puis pour voir justement amener les enjeux liés à l'habitation. Et de ça est né plein de choses, est née notre réglementation par rapport à Airbnb, est née notre approche sur les modulaires en itinérance, est née l'accélération de certains sites qui sont beaucoup plus complexes à développer. On a pu régler des enjeux et des problèmes. Donc ça, il y a là, on rentre dans 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 le réel, en fait, Oui, hein. Un mode d'organisation, une transversalité avec 3 élus, là, je oui, comprends? 3 élus. 3 élus, mais des Et services, d'inviter des fonctionnaires à certains moments, mais plus souvent qu'autrement, c'était que des élus. ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, une logique aussi de huis clos, Oui, et donc une sécurité psychologique, oui, comme on dit dans le monde anglo-saxon. On peut tous dire, voire même, de façon un peu forte s'il y a besoin. oui, exact. Heu et c'est intéressant. Donc ça, c'est pas créé pour cette question spécifique des modulaires, c'est Non, créé en soi et pour ça permet de déployer, pour le coup, exact. des politiques transversales. Là, on rentre dans le concret, merci, pour ces outils déjà. On parle de sujets très techniques. Vous commenciez à aborder, le plan, d'urbanisme et de mobilité qui est sorti hier ou qui, je sais En plus, fait, on ou l'a dans annoncé quelques jours. aujourd'hui. On Voilà, l'a c'est annoncé, annoncé on aujourd'hui. a voté au comité exécutif, puis on pourrait vous laisser des copies, hein, je pense que tu es déjà venu J'ai pour ça, ouais. alors j'avoue que j'ai déjà quelques informations, assez poussées, mais ça m'intéresse, de rentrer dans le détail. Heu, on on est sur quelque chose de très technique, Oui. heu, qui donne lieu à, un positionnement politique, mais qui nécessite de rentrer dans le dossier, comme vous le disiez, Oui, je voilà, suis pas c'est urbaniste, moi. justement, exactement, c'est le sens de ma question. C'est-à-dire que là, on a des sujets qui sont très techniques, il faut pas entretenir l'urbanisme, il faut faire tourner l'urbanisme, Ouais, hein. Moi, exact. je parle de redirection, mais peu importe. Il y a des changements qu'il faut amorcer, heu et pour ça, il faut s'approprier les sujets. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à être sachant, au sens de connaisseur, pas nécessairement expert, mais en tout cas à bien comprendre le sujet, des sujets aussi complexes, tout en restant, à sa place d'élu, face à des techniciens, qui ont le savoir-faire et cetera et cetera. Mmh. Comment vous êtes rentré là-dedans, en fait? Et sans devenir un super technicien non plus? Non, exact, puis c'est drôle parce qu'on avait cette conversation-là tantôt. Beh, d'une part, on peut compter sur des personnes, comme Tania, parce que Tania a un rôle, politique où elle est au cabinet de la mairesse. Toi, tu es urbanologue, tu je veux dire, tu as une formation, une maîtrise en urbanisme, donc on a déjà une part on peut compter sur des experts. Tu sais, quand j'étais à l'habitat tu sais, j'étais responsable au développement économique, j'avais jamais fait de développement économique de ma vie. À l'habitation, j'avais fait peut-être un projet de logement social, mais j'avais pas vraiment fait beaucoup d'habitation, je connaissais pas grand-chose. Les grands parcs non plus, je veux dire, j'ai travaillé dans le social. Quand rentre en politique, on rentre, aussi comme je pense des fois, il y en a qui rentrent comme experts, puis c'est très bien, puis ils sont toujours sur le même dossier, puis ça va. Moi, c'est pas comme ça que j'abordais la politique. J'ai toujours été un peu un curieux puis un généraliste dans ma vie, donc le fait de s'intéresser à un dossier, c'est sûr qu'au départ, on a le sentiment d'imposteur, là, puis je pense que personne ne peut dire qu'il ne l'a jamais eu, là, surtout en politique, là, on rentre le premier Ou jour. alors ceux qui ne l'ont jamais eu, ça peut être aussi un souci, mais Ça peut être un ouais. souci d'ego, mais tu sais, le fait d'avoir le sentiment d'imposteur, après, il faut passer vite par-dessus parce que ça va vite. Puis rapidement, tu sais, c'est un privilège qu'on a de, pouvoir, d'une part, faire de la politique, donc avoir eu la confiance de certaines personnes et d'une autre part, d'être au pouvoir.
pour faire de la politique. Puis encore plus, l'autre privilège, c'est qu'on a eu 2 mandats au pouvoir avec une majorité pour faire des changements. Il y a pas beaucoup d'excuses, là, à part peut-être les défis, de financement. Mais si on se bute au fait qu'on a un sentiment d'imposteur, puis qu'on a des experts devant nous, puis que parce que ce sont des experts, on n'a pas notre mot à dire, puis il faut juste écouter dans le fond ce qu'ils nous proposent, ben, on n'avance pas, puis on aura manqué sa chance. Donc c'est un peu ça qu'on se dit, puis j'ai plein de collègues aussi qui ont, de façon extraordinaire, mené des dossiers. Ils venaient pas nécessairement de ces milieux-là, et je pense que c'est sain. Ça permet un regard extérieur aussi. Tu sais, quand on est dans le dossier, admettons, on a une formation en urbanisme, on arrive avec des biais, on arrive avec des idées préconçues, on arrive avec des orientations spécifiques. Un gars comme moi, on arrive là, on est iconoclaste, tu sais? Non, non, mais je veux dire, on Non, peut mais dire ça veut dire n'importe qu'il quelle faut niaiserie et tabou. Oui, ben, le plan d'urbanisme lui-même est partie de valeurs aussi. Parce que ça a beau être un document technique. Au départ, c'est il parti. en devient un document politique. Rien que le fait Même, d'associer la mobilité ici, en Amérique exact, du Nord, exact. avec C'est un l'urbanisme, c'est pas statement. rien. Ouais, C'est ça, c'est un ouais. statement dans une ville, un pays, un continent qui s'est développé sur l'auto, tu sais. Mais c'est venu avec des valeurs. Quand on lit les premières sections avant de rentrer dans le technique, le domaine complémentaire, n'importe qui s'intéresse un peu à sa communauté, à la ville, va comprendre ce qui est écrit dans ce document-là. Ça fait peur parce que c'est 4000 pages. Mais les orientations, les axes principaux, c'est à la portée de tous. Pourquoi? Parce qu'on l'a bâti aussi avec le monde. Tu sais, on a voulu vulgariser au maximum la consultation sur le plan d'urbanisme en commençant par un projet de ville. On dit, on ne va pas tout de suite parler d'un document réglementaire, on va y aller avec un projet. C'est quoi votre projet pour la ville? Puis l'idée, c'était de parler avec des jeunes d'un quartier spécifique, autant qu'avec des personnes aînées d'un autre quartier, autant qu'avec des populations autochtones, autant que, tu sais, on voulait élargir la discussion parce que si on était tout de suite sur un plan d'urbanisme hauteur densité, non, c'est aride. Ouais. Donc, le processus aussi nous a amené à vulgariser. Puis comme élu, ben moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça devenait beaucoup plus à me porter. Et ça devenait, quelque part concret. Ou en tout cas, Ouais, ça va le ça devenir, s'incarnait, même si ça c'est pas s'incarnait dans encore quelque un chose. document réglementaire. On reviendra de toute Ah, c'en est façon, un maintenant. heu on reviendra sur ce document parce qu'il peut aussi inspirer pas mal d'autres territoires, que Montréal. L'heure tourne, ça fait aussi partie de la vie d'élu, hein, ce chronomètre, ce tic-tac qui fait Ouais. que les choses doivent avancer. Juste peut-être un mot, sur les mandats qui viennent. C'est quoi les enjeux vraiment clés? On a aujourd'hui, un climat bouleversé, hein, Oui. qui fait déjà des signes, hein, très forts. Ici, on a un grand voisin du sud, qui s'excite, qui s'agite, et qui parle fort. Bref, on rentre dans ce que j'appelle les 30 turbulentes, on est en Ouais. plein dedans. C'est quoi les enjeux à la fois du prochain mandat pour Montréal, mais finalement, des prochains élus? C'est qu'est-ce qu'on doit avoir? De quel type d'élu local on a besoin, en fait, pour la suite? Ben, on a besoin, dans tous les cas, là, tu sais, comme élu, on a besoin de gens d'action, là. Je veux dire, le scientifique et le politique. Ouais. Donc donc le politique, c'est une personne d'action, donc on a besoin de gens d'action, mais on a besoin de personnes qui vont livrer, puis qui vont aussi aller parce que là, on a bien planifié dans les 2 derniers mandats. On a mis des conditions gagnantes, par exemple, pour un développement mixte, on a mis de la réglementation. Ça va prendre des élus qui ont du courage de la maintenir, d'une part, parce que, on est habitué aussi à détricoter, hein, beaucoup. Je pense au règlement pour une métropole mixte, qu'on a mis en place, qui est peut-être pas parfait, mais qui nous assure, des retombées, en termes de logement social et Ouais. abordable pour le développement privé. Donc on va avoir besoin de courage politique parce que la tentation d'un nouvel élu pour plaire, cliver sur un débat va être forte pour retirer ces éléments-là. C'est comme ça que notre voisin du Sud a été au pouvoir aussi, en Mmh, clivant mmh. surtout. Donc de maintenir, d'avoir le courage de maintenir et d'avoir le courage de le faire malgré les défis qu'on a qui sont financiers. Parce que le défi pour les villes, là, actuellement, comme à Montréal, là, le plus gros défi qui nous freine, parce qu'on sait ce qu'on doit faire, comment on le fait? C'est comment on le réalise, malgré le fait que tout coûte plus cher, qu'on a une réglementation qui cadre clairement, la façon dont on a le droit de dépenser ou pas.
et que les villes n'ont pas d'autres moyens de se financer que la taxe foncière qui, on va s'entendre, est assez archaïque. 70 du budget de la métropole vient de la taxe foncière. C'est le défi le plus grand que les prochaines administrations vont avoir à vivre, c'est le défi financier, pour faire face à des défis encore plus grands qui sont la crise climatique, la crise sociale et compagnie, là. Mais le défi financier, bien souvent, va venir freiner certaines actions. Tenir le cap et faire quoi qu'il en soit et Quoi qu'il en soit. et très certainement, de façon différente, hein, pour assumer ce défi financier, la question des ressources dans leur globalité. Exact. Hier, je prenais la parole, autour du thème de «un mandat pour faire». Oui, Voilà, un mandat pour l'action. Vous allez en être? oui. Oui, oui, moi je me représente pour une troisième fois. J'adore, puis, je sais pas si c'est je pense pas faire toute ma vie en politique municipale là, mais, je pense qu'on a encore notre pertinence. Je pense qu'on a encore en tout cas moi j'ai encore le courage de pouvoir, faire face à toute cette résistance-là, parce que le vent de droite est très, très fort là actuellement. On est une formation de gauche très assumée, écologiste très assumée. On a, mis en place nos ambitions et là, il faut travailler aux outils qui nous permettront de la réaliser, puis j'ai le goût de participer à ça. Je pense que j'ai encore à apporter. Puis évidemment, il va y avoir du renouvellement, comme il y en a eu au deuxième mandat, hein. Mmh. C'est intéressant de voir, les nouveaux visages arriver entre le premier et le deuxième mandat. Il y en aura des nouveaux. Je pense que ça va nous donner aussi, peut-être des perspectives qui sont différentes, parce que moi aussi, je commence après 7 ans à avoir certains biais, fort probablement. Mais vous avez toujours l'envie, hein, donc Ouais, Robert Baudry, merci beaucoup et merci. puis, on vous souhaite bonne chance et puis on sera attentif à la fin de l'année, Ouais, à s'assurer qu'on vous retrouve dans les couloirs de la municipalité de Montréal. Merci à vous. merci, au grand plaisir.